Être et savoir. Espace. Il est avec nous, il est en studio, c'est le professeur Kabinet Oularé, il est le secrétaire exécutif de l'ANAQ, l'Agence nationale d'assurance qualité. Une agence affiliée, enfin une agence sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Monsieur Valli, on a Effectivement, parlé tutelle administrative du ministère de l'Enseignement supérieur de la technique, Recherche. Oh oui, Et technique, administrative et technique. et technique, financièrement. Voilà. Je vous ai dit que quand le professeur sera là, vous allez dire peut-être ce qu'il souhaite. On va parler parce que le professeur est là avec nous, on lui posera toutes les questions. Mais ça fait déjà 3 semaines qu'on parle de l'ANAQ et de ses résultats. Rien que la semaine, enfin hier, dans l'émission d'hier, on a appelé des responsables d'université. Vous les avez écoutés. On a le rapport de l'ANAQ, on a les différents résultats et on s'était aisément rendu compte que les privés on fait on fait mieux que les institutions d'enseignement supérieur public. Quels que soient les arguments qui vont être annoncés par M. Alpha, par exemple. C'est ça qui est la réalité. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Bienvenue donc. Voilà. Alors, avec vous, nous voudrons apprendre d'abord qu'est-ce que c'est que l'ANAQ. L'ANAQ, c'est l'autorité nationale d'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche. D'accord. Autrement dit, c'est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle technique du ministère de l'Enseignement supérieur et sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. D'accord. Et dans son portefeuille, l'ANAQ couvre les 3 sous-systèmes de l'éducation, à savoir l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et la formation professionnelle et la recherche scientifique. D'accord. Et donc, en tant qu'établissement public, l'ANAQ a un conseil d'administration, un conseil scientifique et a son personnel propre et qui est recruté sur la base d'appel à candidature. D'accord. Donc, à peu près, c'est ça l'ANAQ. D'accord. Cette année, c'est la 2e fois que vous évaluez les différents programmes des différentes universités. Ça a démarré en 2019. En 2018-2019, nous avons procédé à nos évaluations pilotes. Et là, c'est grâce à l'appui du projet BO16 et avec l'accompagnement de la Banque mondiale, nous avons obtenu les ressources nécessaires pour faire venir les experts. Parce qu'à l'époque, à la création de l'ANAQ, on n'avait pas nos ressources, nous n'avons pas de subvention. Donc, le projet BO16 nous a épaulés pour faire venir les experts de la sous-région. D'accord. Ainsi, il y a eu 11 programmes candidats qui ont candidaté pour leur accréditation et les résultats, c'était 5 qui ont pu être accrédités. D'accord. 5 sur 11, ça c'était en 2018-2019. Voilà. Sauf que ce sont les résultats de 2020 qui font jaser. Et là, je vais donner la parole par exemple à M. Valli, d'aller sur la question directement, M. Valli. Effectivement, les résultats de 2020-2021 font jaser plus d'un. Monsieur le professeur, moi je vais lui poser une question. Allez-y. Et monsieur le professeur, vous allez m'excuser, mais je vais aller dans le fond du débat en même temps. Pourquoi est-ce que les universités, surtout publiques, rechignent-elles à soumettre leur programme à accréditation, à analyse pour accréditation? Bien. Alors, nous avons publié nos premiers résultats. Nous n'avons pas procédé à une analyse de tout le processus. D'accord. Nous sommes en train d'élaborer un rapport final pour essayer d'approfondir la réflexion sur les tenants et aboutissants de l'évaluation. Parce qu'il n'y a pas à se précipiter à produire des éléments de langage qui ne reflètent pas la réalité. C'est pourquoi, après la publication des résultats, la réaction des uns et des autres, nous sommes en train, à froid, d'élaborer un rapport d'évaluation que nous allons remettre à l'autorité afin d'informer encore plus le public sur tous les enjeux de cette évaluation. Donc, que des gens ne soient pas contents d'une évaluation, mais c'est tout à fait normal. On va à une évaluation, soit pour réussir ou ne pas réussir. D'accord. Donc, que des gens n'aient pas réussi, c'est la moindre des choses. Parce que les critères sont préétablis et les conditions de participation sont également connues de tous. Et en participant, et le principe de l'évaluation, c'est que c'est une évaluation par les pairs. Autrement dit, c'est des enseignants du domaine qui vont évaluer le domaine, le programme. Non, pas d'autres enseignants. On évalue les programmes, on n'évalue pas les enseignants. Donc, ce sont des enseignants qui ont évalué des programmes. Donc, mais des enseignants qui sont venus d'ailleurs. Monsieur le professeur. Oui, des enseignants. Et cette année, pour cette évaluation, il y a eu 68 enseignants. On a fait 68 experts. Experts qui ont
procéder aux évaluations. Qui sont venus d'ailleurs? Non. Ils Les sont 68, il y a 59 qui sont des Guinéens. 59 qui sont des Guinéens. D'accord. Les autres, il y a 6 Sénégalais, et, je crois 3 Marocains, et un Français. Oui. Donc, il y a quelques étrangers. Mais l'essentiel, ce sont les Guinéens qui ont procédé à cette évaluation. D'accord. Donc, et ce sont des enseignants pour la plupart. Il y a parmi les experts également des professionnels. Donc, des journalistes qui font que le journalisme, et des professionnels, des magistrats et autres qui participent, qui ne sont pas des enseignants dans les salles de classe. Professeur, on a remarqué que des universités, et pas les moindres, les grandes universités, les premières, Gamal par exemple, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ou l'université Julius Nyerere de Cancan, l'université de l'Abbé ou même l'ISEG de Lambagny sont des universités que vous avez classées dans le cadre de l'abandon. Ils ont abandonné le processus. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut leur demander ce qui arrive. À votre avis, parce que... Non, nous on constate. D'accord. Nous sommes des évaluateurs. Nous lançons un appel à candidature pour que les gens manifestent leur intérêt à participer à l'évaluation. Ceux qui sont intéressés font acte de candidature, déposent un dossier qui est examiné par nous. Et lorsque le dossier répond, notamment il y a 2 critères fondamentaux qui sont pris en compte lorsque nous lançons notre appel à candidature, c'est que le programme à évaluer doit avoir sorti une promotion de diplômés. D'accord. Ça, c'est le premier critère. Et deuxième critère, et le fondamental aussi, c'est que le programme doit être autorisé par un acte officiel du ministre, soit de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique, la formation professionnelle. Ce sont les 2 principaux critères. Alors, lorsque une institution candidate, nous mettons et nous validons la candidature, nous notifions à l'institution que votre candidature a été acceptée. À partir de ce moment, vous êtes dans notre base de données. D'accord. C'est-à-dire que le top départ est donné, que vous arrêtez ou que vous continuez, nous on considère que vous êtes déjà dans notre chaîne d'évaluation. Donc ces universités-là devraient savoir, devraient dire pourquoi elles ont abandonné. Et nous on a constaté qu'à la fin du processus, autrement dit, et en ce qui les concerne, la fin du processus, c'est le dépôt du rapport d'auto-évaluation. D'accord. Lorsque vous déposez ce rapport d'auto-évaluation, le processus se poursuit par l'évaluation externe. D'accord. Donc, si vous ne déposez pas le rapport d'auto-évaluation, on considère que vous avez abandonné. D'accord. Monsieur Cheikh. Professeur, ce que je veux savoir, les 59 experts guinéens, ils ont été recrutés sur quelle base? Demande d'appel d'offres ou bien on les a choisis? Non. Et ça fait, il y a les 2. Parce que je suis l'ami du professeur. Non, surtout pas. Parce qu'en même temps, il y a des universités qui l'ont évoqué. Oui, vous voyez, chacun est libre de... Comment ça s'est passé? Chacun a son argument pour expliquer à son public et voilà les causes de l'échec. D'accord. Voilà ce qui s'est passé. Selon nous, notre manuel de procédure, on recrute les experts sur base de dossiers. On fait un appel à candidature que l'on diffuse dans la presse. D'accord. Et on a les preuves sur Internet, sur le journal d'appel d'offres de Guinée, partout. On affiche dans les universités l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, tous ceux qui sont intéressés, et puis on fait du bouche à oreille aussi. Parce que ça marche aussi dans notre pays. Donc, c'est pour élargir l'information. Tous ceux qui sont intéressés postulent, et c'était en ligne. Mais donc, il faut qu'ils postulent. Il faut qu'ils postulent. D'accord. Et autrement dit, vous faites acte de candidature en envoyant votre CV en disant oui, je suis intéressé à être expert de l'ANAC. D'accord. Donc c'est sur cette base, si le dossier répond, par exemple, pour être recruté dans la catégorie des professionnels, il faut avoir au moins le master. Dans la catégorie des professionnels. Pour être recruté dans la catégorie des académiques, il faut avoir le doctorat. Le doctorat, d'accord. C'est les 2 critères fondamentaux. Et puis, ensuite, il faut avoir une probité morale. Enfin, il ne faut pas qu'on te reproche quelque chose. Qu'on chasse que vous traînez des casseroles, évidemment. Dans les universités, peut-être. Oui. Alors, ma deuxième question est, lors de l'évaluation, les points sur lesquels vous vous êtes basé pour faire les évaluations, est-ce que les universités étaient déjà au courant que c'était sur ces points? Et l'évaluation, c'était par rapport à la forme du programme ou au fond du programme? Bien, nous avons des référentiels. Le référentiel d'évaluation se trouve sur notre site que vous pouvez visiter anac.edu.
tout le monde, vous avez accès et nous vous invitons à accéder et à consommer et sans retenue toutes les informations qui sont là. Donc, les universités produisent le savoir. Oui. On les a appelées, lorsqu'elles ont candidaté, c'est le référentiel sur lequel vous serez évalué. On leur a donné la copie électronique, la version papier, et on a fait des formations. On les a invités à des formations pour leur indiquer comment s'y prendre. Et puis, après cette formation, on est allé encore les rendre visite. Toutes ces universités, on est passé dans chacune des universités pour nous enquérir de l'évolution des travaux de rédaction. Parce qu'il s'agit de rédiger un rapport d'auto-évaluation. D'accord. Donc, on les a appuyés non seulement en amont, en les formant, mais également, on est passé dans toutes ces universités jusqu'à Zérékoré pour leur demander quelles sont les difficultés que vous avez. On échange sur les problèmes et on essaie de leur donner plus d'informations afin de les mieux armer pour pouvoir répondre à nos référentiels. D'accord. Monsieur Alpha. Professeur, d'accord. Oui. D'accord, monsieur Valli, allez-y. Voilà, allez-y, monsieur Valli. Voilà, je sais que ma deuxième question va ouvrir le débat avec d'accord, monsieur Alpha. Okay. On a remarqué que la soumission à candidature pour des dossiers à l'ANAC n'était pas contraignante. C'est pas obligatoire. Pour les programmes, voilà. oui. C'est un élément. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de contestations sur la qualité de l'évaluation et sur les évaluateurs. Et c'est la qualité surtout des évaluateurs. Et ce qui m'amène à une question. Quelle est la crédibilité qu'il faut donner à l'ANAC et à ses évaluations? Parce qu'en même temps, il y a des universités qui se fichent complètement des résultats de l'ANAC. Hein. Oui. Dès que tu leur dis l'ANAC, vous avez l'ANAC de toutes les façons. Oui, c'est comme ça. Quel crédit on peut accorder aujourd'hui à vos d'abord, notre indépendance, notre autonomie, on n'est sous aucune influence. D'accord. Et nous comptons sur l'expertise de nos ressources humaines. Ce sont les enseignants de nos universités qui ont évalué les programmes de nos universités. Justement, à ce point. Mais attendez, s'il vous plaît. Oui. Donc, quel crédit on peut accorder si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous-mêmes? Moi, je pense que si on met les Guinéens dans certaines conditions, le Guinéen peut produire. Oui, c'est là où je voulais poser une question. Parce qu'il y a quand même des secteurs où on n'en a pas beaucoup, des évaluateurs d'un certain niveau. Quand je prends par exemple le cas de professeur Selou à l'ISEC, par exemple, en évaluation, s'il n'est pas le seul, il fait parmi, et ils sont rares en Guinée quand même, qu'il ne se retrouve pas parmi les évaluateurs. Est-ce qu'il y a une explication? Oui, il y a une explication. Il faut juste candidater. Mais si vous candidatez, le professeur Selou, c'est un éminent enseignant. Oui, mais si le candidat, si ça ne l'intéresse pas, s'il vous plaît, oui. Si ça ne l'intéresse pas, comment on fait? On oblige les gens à venir? Non, on se dit par exemple, peut-être qu'il pouvait y avoir une politique d'incitation et de motivation de ces enseignants. Nous avons... À un certain niveau, on ne peut plus attendre des personnalités de votre genre, des professeurs, qu'ils viennent encore avec des documents pour voir. On sait qu'ils sont seuls dans leur domaine. On essaie de les motiver peut-être. À l'ANAC, nous créons les conditions que je peux dire idéales, avec assez de réserve, idéales pour nos experts. Lorsque les experts sont recrutés, formés et déployés dans nos institutions, on leur donne une prime des honoraires équivalent à 10 millions de nos francs. Okay. Pour un programme évalué, vous avez 10 millions de francs. D'accord. Je pense que, quand même, pour quelque chose, un travail intellectuel, je pense que là, on n'a pas à baisser la tête. D'accord, monsieur Alpha. S'il vous plaît, c'est pas ça seulement. Deuxièmement, nous prenons en charge les frais de transport. Partout où ils sont déployés, nous supportons tous les frais, on les amène là-bas et dans les très bonnes conditions. D'accord. Ils sont logés dans les meilleurs hôtels possibles. On leur assure même l'assurance. Ils sont assurés. Pendant toute la durée de la période d'évaluation, ces experts sont assurés. D'accord. Donc, je ne sais pas. Mais si quelqu'un ne candidate pas, je suis désolé, il n'y a pas qu'un seul Guinéen. Mais voilà. Mais il y a des domaines, il n'y a qu'un seul Guinéen. S'il n'y en a pas, on cherche. Justement. Non, s'il vous plaît. Parce que nous, on cherche, on fait un appel à candidature. Oui. On informe de bouche à oreille, mais qu'est-ce qu'on peut en plus? Si vous informez publiquement, vous faites des annonces dans les universités, vous annoncez comme ça, et puis quelqu'un ne candidate pas, qu'est-ce qu'on fait?
Peut-être les motiver un peu plus. Non, là, je n'ai pas ce moyen d'aller au-delà. Malheureusement, on va manquer de temps. Professeur, moi je pense que les questions que je devais poser, une bonne partie a été répondue. Et ma question principale, c'est par rapport à la caution. Ces institutions d'enseignement supérieur qui candidatent, est-ce qu'ils ont une caution à déposer au compte de l'ANAQ, ou bien s'il n'y a pas de caution? Si. Et si la caution y est, la valeur est estimée à combien par rapport à un programme? Pour l'évaluation d'un programme, lorsque vous candidatez, c'est 15 millions de francs pour l'accréditation. Les 15 millions de francs sont calculés de cette façon. Selon notre manuel de procédure, pour évaluer un programme, il faut 3 personnes. Et comme nous donnons 10 millions par expert, ce qui fait qu'on demande au programme 15 millions et nous prenons les 15 autres millions. Et tous les autres frais, du déplacement, les autres détails que je viens de citer sont pris par l'ANAQ. Donc les 15 millions sont des coûts partagés. Pourquoi on veut partager les coûts? Parce qu'on doit tenir dans la durée. Lorsque les choses sont gratuites, les gens n'y prennent pas de considération. Effectivement. Alors, mais lorsque vous prenez 15 millions de vos francs, vous les mettez pour vous faire accréditer, vous saurez quelle est la valeur de cette accréditation. Mais si les gens devaient juste faire, et que c'est l'État qui supporte, d'ailleurs l'État ne pourrait pas supporter tous ces frais. Donc nous aussi, nous avons obligation de contribuer à couvrir une partie de notre budget en faisant recours à ces recettes que l'on peut dire des recettes internes. D'accord. Qu'est-ce qui a manqué aux différents programmes? Qu'est-ce qui a manqué aux différents programmes pour ne pas être accrédité? Qu'est-ce que vous avez constaté? Si on peut dire en français facile, quel est le mal commun des différentes universités qui ont échoué à... Il y a les difficultés liées aux éléments de preuve. D'accord. Les éléments de preuve, et par exemple, c'est aussi simple. Lorsqu'on dit une des qualités, un des standards de qualité d'évaluation d'un programme chez nous, c'est que le programme doit être régulièrement dispensé. Un programme qui est dispensé cette année, l'année prochaine, on ferme, ensuite on rouvre, etc. Ça, ce n'est pas un programme de qualité. C'est ce qui arrive dans nos universités. Bon, je constate avec vous. Non, c'est le standard tel qu'est décrit, la qualité d'un programme. Oui, mais là, la question que je vous pose, c'est quel est le mal commun à ce programme pour ne pas être accrédité? Non, il y avait quand même 85 au départ, je pense, 85, 87. Et moins de 80 ont été... 71 ont participé effectivement à l'évaluation. C'est-à-dire que c'est le nombre de standards. Il y a 22 standards qui ont été appliqués. Et j'ai entendu dans une de vos émissions, 12. Ce n'était pas 12, c'est les 22 standards qui ont été appliqués. Et tous les programmes devaient répondre à tous les standards en question. D'accord. Donc, il y en a qui ont atteint un standard, il y en a qui n'ont pas atteint d'autres standards. Donc là, on n'a pas encore, comme je l'ai dit, fait notre rapport final. Il y a des rapports pour chaque programme. Ce qu'on lui reproche, c'est indiqué. Mais dans l'ensemble, nous n'avons pas fini notre analyse globale pour indiquer globalement ce qu'il faut. Mais d'une façon générale... Est-ce que vous comprenez dans ce cas que la Guinée ne figure pas, que la Guinée n'ait aucune université parmi les 200 meilleures universités? On est loin du compte. Très loin. S'il vous plaît. On est très loin du compte. Le président lui-même a annoncé que l'éducation est malade. Vous pensez que c'est un mot... On a pensé que c'est un mot politique. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et dans votre débat tout à l'heure, lorsque le Premier ministre dit que la priorité des priorités, c'est l'éducation de base. Mais c'est la vérité. Mais le fait que, à l'enseignement de base, pour qu'il y ait un enseignement de base, il faudrait que ces gens soient formés par des gens. Et ils sont formés où? À l'enseignement supérieur. Donc, c'est un système. De toutes les façons, il y a des allocations que l'on fait en fonction des priorités C'est vrai que lorsque la base n'est pas bonne, et il va sans dire que ça va se réagir sur l'ensemble du système. Donc, quelque part, l'éducation est malade et notre système a besoin de thérapie, mais on ne pourra pas être au rendez-vous du développement si les ressources humaines ne sont pas prises en compte. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, question, M. Alpha, ma deuxième question pour ça. Rapidement, on a plus que 2 minutes. J'ai constaté qu'il y a l'ANAQ au Sénégal, il y a l'ANAQ au Maroc. Au Maroc, oui. Et
les universités qui n'ont pas pu atteindre réellement tous les objectifs de cette évaluation, après le rapport, est-ce qu'il y aura quelque chose derrière ces universités? Bon, ça c'est... Chacun joue son rôle. Nous sommes une agence d'évaluation. La ligne politique, la vision, ça c'est le ministère qui détermine, qui va... Qu'est-ce que vous allez recommander dans ce cas? C'est au ministère que nous allons recommander. Ce n'est pas par voie publique. Non. De toutes les façons, vous-même, vous avez constaté qu'il y en a qui participent, il y en a qui disent non, ce n'est pas notre affaire. Donc, quelque part, il serait logique d'aller dans ce sens, faire en sorte que les gens se soumettent à l'accréditation. Et le secrétaire général de notre ministère l'a dit que la voie incontournable, c'est passer par l'évaluation. Monsieur Valli. D'ailleurs, il est en train de répondre à la question que je vous pose. Monsieur Jacques Dasca a posé votre question. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs pour que ce soit contraignant? Parce que à quoi bon évaluer des gens qui ne veulent pas Il évaluer? ne le dira pas, il a dit, il ne le dira pas. Non, c'est parce qu'à chaque... il faut savoir dire les choses quand il faut le dire. Effectivement. Donc, nous allons constater et nous allons... Parce que une de nos missions, c'est de conseiller les ministres en question, enseignement supérieur, enseignement technique, et de leur faire des propositions de stratégie d'amélioration de la qualité. Alors, si cette amélioration passe par des mesures fortes, il faut les engager pour sortir notre éducation de l'ornière. C'est la fin, M. Chèque. Personne ne pourra plus poser de questions. Ma dernière question, je voulais juste savoir si l'ANAC veut augmenter son effectif. Il n'y aura pas d'effectif. Si, nous allons lancer cette année un appel à candidature pour des experts. Nous allons diffuser ça encore partout et nous allons renflouer, compléter notre registre des experts. Parce que chaque année, on renouvelle les experts et on renforce l'équipe qui est en place. J'aurais bien aimé continuer cette émission avec vous parce que c'est trop bon. Mais peut-être, pourquoi ne pas vous réinviter ici après le rapport final, après que vous ayez une idée précise avec les universités pour en parler plus. Il n'y a même plus le temps de vous remercier. Merci en tout cas, vous, professeurs, d'être passés parce qu'une école sous-développée est une école contrôlée par des gens qui se moquent bien de l'éducation. Alors travaillons à ce que la nôtre ne soit pas une vérité qui nous mente. On se retrouve donc la semaine prochaine dans cette même émission. Être et savoir, c'est la fin pour cette semaine. Au revoir. Être et savoir.